Vous écoutez la saison 2 de Repenser le monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon. Plus que jamais, les humains veulent améliorer leurs capacités physiques et mentales et prolonger leur durée de vie. Mais est-ce que ça va trop loin? Aujourd'hui, on parle de transhumanisme à Repenser le monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le monde. Avec les avancées fulgurantes de la science, sommes-nous à l'aube de l'humain bionique? Aujourd'hui, on parle de transhumanisme avec nos invités que je vous présente à l'instant. Dominique Leclerc, dramaturge et comédienne. Bonjour. Agathe François, doctorante en communication à l'Université de Montréal. Bonjour. Nicolas Ledévédec, sociologue et professeur à HEC Montréal. Bonjour. Et Normand Baillargeon, notre philosophe en résidence qu'on aime tant, professeur-auteur. Bonjour. Alors, bienvenue à tous. Très hâte de vous entendre sur ce sujet qui est pour le moins déroutant. On regarde. Le transhumanisme a de grandes ambitions. Ce courant de pensée qui vise à améliorer la condition humaine veut permettre aux humains d'être plus performants et de vivre plus longtemps grâce aux sciences et technologies. Ses adeptes les plus convaincus rêvent entre autres d'accroître notre existence de plusieurs siècles. Un espoir fou dont la poursuite comporte de nombreux risques de dérive. Sommes-nous déjà à l'aube d'un être humain 3.0? Normand, d'où nous vient cette fascination pour l'homme, disons, bionique? Et de tout temps, Sophie, les êtres humains ont tenté d'améliorer leur sort, de surmonter des barrières que la nature leur impose. On a créé des lunettes pour mieux voir. On a créé des vaccins pour retarder l'avènement d'une maladie. On a créé des prothèses pour des membres qui manquaient, du Concerta pour les étudiants, des drogues pour les sportifs. Mais ce qu'on vit en ce moment est quelque chose de radicalement nouveau, d'une certaine manière, qui tient à l'amélioration grandissante de la technologie. On cite souvent à ce propos-là la loi de Moore qui dit que les ordinateurs doublent de puissance aux 18 mois ou à peu près, ce qui entraîne une accélération de leur puissance très, très grande. On cite aussi l'avènement d'une machine qui serait plus intelligente que les êtres humains, qui construirait à son tour des machines encore plus intelligentes. Ce serait comme la dernière machine qu'on aurait construite. Et avec tout ça se pointe, se profile, et déjà peut-être parmi nous, cette idée d'une transcendance de l'être humain, l'être humain se transcendant lui-même, qu'on appelle le transhumanisme. Puis là, évidemment, ça pose des questions éthiques, politiques immenses, et ça pose une question de la définition précise de ce mouvement-là. Et c'est de tout ça dont on va parler entre nous aujourd'hui. Alors, parlons-en de la définition. Dominique, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est pour vous, le transhumanisme? Bien, si on y va avec la définition... C'est super dur de mettre des étiquettes parce que chaque groupe est très différent, là, mais on peut dire, pour certains, c'est un mouvement, pour certains, c'est une idéologie. Donc, de gens qui, par la technologie, espèrent prendre le dessus sur leurs conditions. Les technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, sciences cognitives. Donc, on veut, par ces technologies, arrêter de souffrir, d'être malade, de vieillir et de mourir. Je généralise, c'est pas tout le monde, oui, mais ce serait autour de ça. En gros, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord, Agathe? Moi, je pense que le transhumanisme, c'est une idéologie. Les personnes qui se revendiquent transhumanistes sont des idéologues, ont une vision de ce que pourrait être le futur. La vision du monde qui est prônée est extrêmement centrée sur l'humain en tant qu'espèce prédominante, en tant que faisant partie, étant en haut de la pyramide du vivant, et donc il y a en fait une espèce, et là je pense que mon collègue Nicolas pourra bien nuancer ça peut-être, mais il y a une espèce d'humanisme exacerbé, de mon point de vue, qui est à l'œuvre dans le transhumanisme. Un humanisme exacerbé, c'est-à-dire? L'humain, l'espèce humaine, a une valeur tellement immense qu'il faudrait la conserver à tout prix. Ah, d'accord. D'accord. Et peut-être au détriment des autres espèces et de son écologie. Et de l'environnement et de tout le reste. C'est très clair et encore une fois un peu déroutant, mais c'est d'accord, c'est bien compris. Nicolas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, enfin, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que pour moi, je l'aborde le transhumanisme comme un mouvement, en fait, comme un mouvement d'idées, c'était dit, une idéologie. C'est important de le souligner, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un mouvement d'idées, donc ce sont des militants, ça recouvre vraiment une diversité d'acteurs. Il y a des entrepreneurs, des ingénieurs, des penseurs en sciences humaines et sociales, philosophes, sociologues. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce qu'effectivement, le transhumanisme, c'est pas seulement une réalité technologique. Soit on parle des nouvelles technologies assez spectaculaires, mais c'est avant tout une vision de l'être humain portée par des citoyens, des entrepreneurs, toute une catégorie d'acteurs. Et je dirais qu'au-delà du mouvement lui-même, c'est là où je rejoins aussi un petit peu ce que dit Agathe. Pour moi, le transhumanisme, c'est vraiment, ça recoupe, je dirais, toute une société aujourd'hui, toute une culture de l'optimisation, du dépassement de soi, qui dépasse le mouvement lui-même. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Normand, vous vouliez Est-ce que ça serait exact de dire que c'est présent un peu partout dans le monde, sans doute, mais surtout aux États-Unis et dans certains milieux branchés sur les nouvelles technologies? Est-ce que c'est exact ou c'est une vision erronée des choses? C'est partout dans le monde, mais il y a certaines cultures qui ne le perçoivent pas de la même façon. OK. C'est très compliqué. Moi, personnellement, je connais plus l'Occident, OK. mais oui, c'est partout dans le monde. Mais Il y a c'est qui des pays... les transhumanistes? Qui sont-ils? Et, Nicolas parlait de toutes sortes de gens, finalement, mais est-ce qu'il y a surtout des hommes d'affaires, des biologistes, des éthiciens? Je ne sais pas, je suis vraiment curieux aussi. Qui ces gens qui... Encore une fois, très concrètement, il y a vraiment une diversité. À la base, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, de philosophes. Ce n'est pas juste aux États-Unis, c'est une réalité un peu plus globale, je dirais, vraiment du monde occidental. Pour moi, c'est vraiment une idéologie qui caractérise le modèle occidental capitaliste. On aura l'occasion d'y revenir. Mais de ce point de vue-là, il y a des entrepreneurs, donc des chefs d'entreprise. Il y a aussi de plus en plus même d'hommes politiques, en fait, qui se présentent sous la bannière du transhumanisme. Il y a des citoyens, en fait. Il y a des gens qui se regroupent en associations, en fait, des citoyens qui militent, qui croient en ces idées de dépassement de l'être humain, d'amélioration de nos capacités. Donc, c'est une réalité assez large, en fait. Il y a énormément de gens qui ne savent même pas qui ils sont. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça, C'est-à-dire, Dominique? C'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas cette thématique-là, mais on peut reconduire des valeurs ou des idées où, comme Agathe le disait, on place l'humain au centre, on est dans la techno-utopie. Ce sont des choses qui sont répandues. On veut allonger la vie indéfiniment. Oui. Ce sont des choses répandues, mais tout le monde ne porte pas l'étiquette. D'accord. Bien, peut-être c'est ça. Ou à certains moments de nos vies, probablement qu'on l'est plus que d'autres, je ne sais pas, peut-être. Ou dans la journée même. Pas à 20 ans. Non, pas à 20 ans, exactement. Moins. Moi, j'aimerais savoir d'où vous est venue cette fascination pour le transhumanisme, parce que vous vous êtes tous penchés dans vos recherches, dans votre travail de comédienne pour vous dominer. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous intéresser au transhumanisme? Moi, en fait, je m'intéresse depuis quand même un petit bout de temps, depuis que j'ai commencé mes études, à tout ce qui est lié aux enjeux technologiques, donc les impacts des technologies sur la société. Alors, j'étais une lectrice avide de Philosophie Magazine au début de mes études. On en discutait beaucoup avec une amie qui m'éclairait beaucoup sur ce sujet et qui m'a dit un jour ah, mais il y a un dossier sur un truc qui s'appelle le transhumanisme, tu devrais regarder. Et là, j'ai lu ce dossier et je ne sais pas comment dire, mais ça m'a prise aux tripes, en fait. Ah oui. Et je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai décidé de me lancer dans cette quête, dans cette recherche. Et puis, quand j'ai rencontré la littérature de science-fiction, là, j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, c'est un terreau de questionnement métaphysique, de questionnement sur qu'est-ce que l'existence, sur qu'est-ce que le corps, comment on peut le transcender ou non, comment on s'incarne, et bien sûr, qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le virtuel, comment ce virtuel-là joue dans notre rapport au monde, dans notre incarnation. C'était je sais pas, une découverte incroyable pour moi. Une épiphanie, une sorte de révélation. En tout cas, pas révélation, parce qu'il n'y a pas une vérité qui en sort, mais en tout cas une source incroyable d'émerveillement, parce que c'est des questionnements que j'avais depuis longtemps. Et c'est une boîte de Pandore quand on se met à fouiller la chose. Ça touche tellement de disciplines. Nicolas, vous, c'est venu d'où? Moi, je dirais que j'ai été beaucoup marqué, en fait,
pendant mes études aussi, enfin moi j'ai été marqué, je dirais, en amont par la lecture de romans d'anticipation. Ce sont des romans, je pense à 1984 de George Orwell et puis Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Ce sont des romans, moi, qui m'ont à l'époque toujours fasciné, qui m'ont beaucoup marqué. Puis après, dans le cours de mes études, je dirais qu'il y a une autre rencontre qui a été pour moi déterminante. C'était la rencontre avec une sociologue, en fait, à l'Université de Montréal, Céline Lafontaine. Puis la lecture de son ouvrage L'Empire cybernétique, qui a été publié en 2004. Et puis donc moi j'étais étudiant en sociologie et dans cet ouvrage en fait elle revient un peu sur les origines donc, de cette discipline, la cybernétique dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais qui est un peu à l'origine de la pensée on va dire machine pour le dire un peu rapidement. Elle montre en fait comment cette discipline a un petit peu justement bouleversé le paysage intellectuel en fait de nos sociétés jusqu'à donner naissance à l'idée de l'homme-machine, de l'humain-machine dans le transhumanisme. Donc ça m'a beaucoup, à l'époque, ça m'a beaucoup allumé. Et puis j'ai poursuivi mes études dans cette direction. Puis j'ai fait mon doctorat sous la direction de Céline Lafontaine sur le transhumanisme. Et Dominique, vous avez même poussé l'expérience en vous implantant une puce sous-cutanée. Pas moi-même, hein? Je ne l'ai pas fait moi-même. Oui, en fait, j'ai fait beaucoup d'expériences sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai voulu aller rencontrer les gens, essayer de comprendre, de dépasser justement les premiers préjugés. Et j'ai été beaucoup en contact avec des gens qui s'autoproclament, disons, cyborg ou biohacker. Pas tout le monde se dit transhumaniste. Donc, on s'implante des dispositifs dans le corps pour augmenter des sens ou des capacités. Par exemple, donnez-moi un exemple de ça. Bien, la puce en est un exemple. OK, mais le cyborg, est-ce que c'est en ayant une puce, on peut se qualifier de cyborg? C'est une question légitime à laquelle je ne peux pas répondre. Mais par exemple, il y a un dispositif qui permet de sentir où se trouve le nord. On développe une capacité comme les oiseaux ont. Il y a une artiste qui peut sentir les tremblements de terre. Ça appartient aux chiens normalement. Donc, on va chercher certaines capacités des animaux. Donc, pendant plusieurs années, je me suis fait offrir, ou j'ai été dans des contextes d'implant party, là, des parties d'implants. Des parties d'implants? Ah oui, tout à fait. C'est pas encore arrivé au Québec, ça a failli. C'était où, ça? C'était en Europe? J'ai fait surtout mes premières recherches à Berlin, donc je me suis promenée surtout en Europe. Et donc, donc... Moi, j'avais entendu les Botox party, mais les implant party, là, ça me scie. Oui, bien là, par party, il ne faut pas penser qu'il y a 400 personnes non plus. Là, c'est pas... Mais c'était ce qui se passait dans cette soirée-là. Oui. D'accord. Donc, je me suis fait souvent offrir l'implant de la puce. Et ce qui me fascine le plus dans ce sujet, c'est que la limite entre la médecine curative et la médecine d'amélioration est impossible à placer. Et la puce, c'est quand même la première technologie qui entre dans le corps qui n'a pas de visée curative. Mon mari et moi avons fait l'implant de la puce dans le cadre d'un festival qui s'appelle le OFTEA. C'était une façon d'attirer l'attention sur le fait que c'est en train de se passer. C'est une façon aussi de faire un pas vers ce monde-là. C'était évidemment pour lancer la discussion. Mais normalement, avec une puce RFID, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la programmer pour ouvrir des lumières, des portes. C'est souvent la carte de crédit ou ça fait office de clé. C'est la même technologie qu'une carte aux puces. OK. Donc, c'est un gadget, on s'entend, elle est déjà vintage. Donc, c'était... Elle est dans votre main, donc. Ben oui. Vous faites ça. Mais c'est ridicule de penser que tout le monde va être micro-pucé. Ça devient désuet en un temps record. Donc, c'est un symbole. Plutôt que d'ouvrir des lumières où on a mis notre certificat de mariage dedans. D'accord. Donc, pour donner une valeur poétique à quelque chose qui peut être rebutant, mais qui est définitivement le monde vers lequel on va. Mais je pense pas que tout le monde va avoir des micro-puces. Je n'y crois pas. Quelle démarche intéressante. Quand même. Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Baillargeon, avec Agathe François, Dominique Leclerc et Nicolas Ledévédec. Au cours des dernières années, plusieurs inventions ont transformé notre rapport au corps. Pensons aux prothèses de hanche en céramique, aux membres robotisés ou à la prise de drogue pour améliorer ses performances intellectuelles ou sportives. En Suède, un implant électronique simplifie le quotidien de milliers de personnes. Ils portent désormais leur billet de train et leur carte de crédit sous leur peau. N'est-ce pas une preuve que nous sommes déjà un peu transhumains? Normand, est-ce qu'on n'est pas déjà surhumain à bien des égards?
Je pense qu'il y a des raisons de penser qu'on est entré dans une phase radicalement nouvelle sur certains plans. Je pense à des puces cérébrales pour soigner des maladies ou des effets de certaines maladies, des électrodes pour stimuler la moelle épinière des personnes paralysées. Une des choses qui me fascine depuis quelques années, c'est un ciseau génétique qu'on appelle CRISPR-Cas9 qui permet d'introduire ou de retirer des portions d'ADN avec des possibilités extrêmement grandes et qui préoccupent beaucoup de gens, notamment la possibilité d'un retour de l'eugénisme. En plus de tout ça, j'ajouterais qu'il faut penser à cette loi de Clarke, le fameux auteur de science-fiction, qui disait que toute technologie suffisamment avancée ne peut plus être distinguée de la magie. Alors, probablement que certaines choses qui s'en viennent nous apparaîtront comme de la magie très bientôt. Alors, qu'est-ce qui s'en vient exactement? Et aussi, je pense, qu'est-ce que cela dit sur nous que nous ayons de tels désirs et de tels buts? Alors, voici de vastes questions dont on va à présent débattre. Oui, auxquelles je ne suis pas sûre qu'on va avoir les réponses, mais on peut essayer. Nicolas, est-ce qu'on a déjà les deux pieds dedans? Alors, si on dit on est déjà transhumain, c'était un petit peu la question. Je ne sais pas, en fait, pour moi, ce qui est certain, et là, je parle en tant que sociologue, ce qui est certain pour moi, c'est qu'on vit dans une culture qui valorise énormément le dépassement de soi, l'optimisation de ses performances, vraiment l'idée de performer l'ensemble de nos capacités, finalement, physiques, intellectuelles, émotionnelles. Donc pour moi, on est dans une culture vraiment de l'amélioration, ce que j'ai appelé, moi, une société de l'amélioration. Donc ça, pour moi, c'est clair. Et on en voit des manifestations à plein d'égards, hein. On peut évoquer la question, pour moi, il y a deux domaines, en fait, qui sont les symboles, un peu, les laboratoires de l'humain augmenté, le milieu du sport. Le dopage sportif, on est en plein ici dans la quête pour repousser nos limites, dépasser nos performances. Le milieu militaire aussi, là aussi, hein, c'est un domaine d'expérimentation de l'humain augmenté extrêmement prégnant. Mais sinon, il y a aujourd'hui, je dirais, tout un ensemble de phénomènes qui relèvent de l'augmentation de nos performances. Peut-être pas des choses aussi spectaculaires que ça. Moi, je suis attaché à décrire vraiment des phénomènes de société, comme l'utilisation, on pourra peut-être y revenir, mais l'utilisation de psychostimulants dans les milieux de travail, dans les milieux étudiants. Pour moi, c'est une réalité sociale aujourd'hui de l'humain augmenté beaucoup plus, je dirais, intéressante et à observer, à laquelle il faut prendre du recul que des grandes technologies, souvent très spectaculaires qu'on évoque, mais qui n'ont pas une grande réalité. Pour moi, l'utilisation aujourd'hui de psychostimulants, qu'on appelle autrement des smart drugs, dans plusieurs milieux de travail. Extrêmement répandu, oui. Chez les étudiants aussi. Chez les étudiants, dans plusieurs milieux de travail pour tenir la cadence en fait, d'une société toujours poussée vers l'accélération permanente. Pour moi, ça, c'est une réalité très concrète de l'humain augmenté, qui est loin d'être spectaculaire, mais qui est un peu un transhumanisme, on pourrait dire, du quotidien. Oui. Agathe, est-ce que vous avez l'impression qu'on est déjà transhumaniste et qu'on ne le sait pas, en fait? Peut-être qu'on ne le réalise pas toujours. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Nicolas dit, à savoir qu'il y a des manifestations très concrètes dans nos utilisations quotidiennes, mettons des technologies, nos cellulaires, la manière dont on est branché aussi constamment à des plateformes numériques, et que donc c'est pas une réalité nouvelle, ça date un petit peu et ça ne cesse d'augmenter, mettons. Par contre, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'aspect narratif qu'il y a autour du transhumanisme. Et je pense que typiquement, les tenants du transhumanisme, et même ceux qui ne s'affirment pas nécessairement ou ne s'étiquettent pas forcément transhumanistes, jouent énormément avec cette idée qu'on est déjà là. Elon Musk, qui est quand même un multimilliardaire à la tête de Tesla, SpaceX, qui traficote avec la NASA, et qui a aussi commencé tout un programme qui s'appelle Neuralink, qui vise à connecter par le biais justement de micropuces d'autres types, là probablement plus sophistiqués, mais de connecter les cerveaux humains aux machines. L'ordinateur, oui. Ça, c'est des projets qui sont en cours, mais aussi le pendant, un autre projet d'Elon Musk, via SpaceX, il a toute une narration de coloniser une autre planète, Mars en l'occurrence. L'idée des navettes que développe SpaceX, c'est vraiment dans le but ultime de faire des trajets, des allers-retours entre la Terre et Mars, dans le but de terraformer Mars, de la rendre habitable. Et ça, c'est une espèce de discours
dont on se dit, mais complètement, il a trop fumé, c'est pas grave. Délire, ouais. Sauf que il y a quand même une somme colossale d'argent qui est investie dans les rêves d'un individu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point certaines personnalités médiatiques se servent des histoires qui se racontent à eux-mêmes et qui veulent raconter aux autres pour tendre vers un futur. Et qu'ils font déjà exister, en fait. Oui. Ce que je trouve le plus pernicieux avec Elon Musk, c'est qu'il a tendance à nous faire peur par rapport à l'intelligence artificielle et à dire il faut absolument qu'on s'augmente parce qu'elle va nous dépasser. Oui. Exact. Et, by the way, j'ai une compagnie avec des interfaces cerveau-machine. Donc, pour moi, c'est clair, la narrative, on fonctionne par la peur. Ouais. Oui, allez-y, J'aimerais revenir sur un point. On sait que l'espèce humaine a constamment fait travailler son imaginaire dans le but d'imaginer des solutions à ses problèmes, inventer par la technologie des moyens de surmonter sa condition, etc. Mais quand on invoque l'idée de transhumanisme, on a quand même l'impression d'une rupture. C'est plus en continuité avec ce qui se faisait. Ça apparaît comme une rupture. C'est pour ça que ce mot-là apparaît. Dans quelle mesure c'est une rupture, selon vous? Est-ce que le concept de rupture est pertinent? Est-ce qu'on est en continuité ou en rupture radicale avec quelque chose qui existait auparavant? Si je peux me permettre, vraiment, pour moi, le transhumanisme, il y a vraiment, si on revient un petit peu sur les racines, je dirais, il y a une continuité ici évidente avec notamment l'imaginaire moderne. L'imaginaire, en gros, de la maîtrise moderne. On retrouve, en fait, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, en fait, des appels à se rendre, la fameuse phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ça a toujours inclus l'idée de se rendre comme maître et possesseur, y compris de la nature humaine, en tout cas de nos corps, de nos vies, en fait. Donc ça, c'est un imaginaire qu'on retrouve. On retrouve chez plusieurs penseurs, même l'idée d'abolir, en fait, les limites, ultimement, d'abolir la mort, en fait. Donc c'est ça, il y a une continuité pour moi, vraiment, ici, avec l'humanisme moderne. Mais là où, pour moi, il y a rupture, c'est pas tant au niveau technologique. Effectivement, on peut discuter de projets qui sont complètement fous aujourd'hui, mais pour moi, il y a une rupture aujourd'hui dans le sens où l'imaginaire transhumaniste, pour moi, c'est un imaginaire assez dépolitisé. Je m'explique, pour moi, en fait, dans l'humanisme des Lumières, il y a la volonté de se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais il y avait une conception de l'amélioration, de la perfectibilité humaine, qui avait un sens social et politique très, très puissant. En gros, améliorer l'être humain, c'était améliorer nos conditions de vie sociale, changer politiquement le monde. Pour moi, là où il y a rupture... Et il y avait un bien commun quand même. Il y avait une préoccupation du bien commun, oui. Pour moi, le transhumanisme, là, marque une rupture. Ouais. Non pas qu'il ne s'intéresse pas à la société, mais il a un rapport non réflexif, non critique à la société. On n'est pas du tout dans l'idée aujourd'hui... Dans aucun discours transhumaniste, on trouve l'idée que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est notre modèle capitaliste, c'est notre modèle qui pose des problèmes au niveau écologique, social. C'est toujours le problème, c'est toujours l'être humain, en chair et en os. Le problème, c'est toujours nos sens qui seraient dépassés, qui seraient archaïques, notre corps qui daterait d'âge trop reculé, qui ne serait pas assez performant. Donc on est dans l'idée aujourd'hui non pas de changer politiquement notre monde, donc d'exercer un esprit critique, on est dans l'idée au contraire, et moi c'est ce qui caractérise le transhumanisme, on est dans l'idée de s'y adapter, se conformer au monde tel qu'il est, en l'occurrence pour moi au modèle capitaliste. Donc pour moi c'est là qu'est la rupture centrale. Si je traduis, il y a toujours eu cette idée d'amélioration de la condition humaine. Elle prend aujourd'hui une forme marchande, hyper capitaliste, qui la transforme profondément par rapport aux idéaux, disons, humanistes qui portaient le rêve moderne. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait, effectivement. Il y a vraiment ce sens-là. En tout cas, se conformer au modèle capitaliste, c'est pas juste en termes d'argent, de profit, c'est en termes vraiment de se plier ici à un système dont le principe de base, c'est de repousser toutes les limites humaines, vivantes, planétaires, et qui repose sur l'accélération, la croissance indéfinie. Donc, du point de vue du modèle capitaliste, du point de vue du transhumanisme, on est obsolète. Il faut nous augmenter pour vivre à la hauteur de cet environnement. Et c'est là qu'est tout le problème pour moi. Bien, parlons-en des problèmes et des dangers que ça suppose. Qu'est-ce que vous voyez comme dangers les plus probants au transhumanisme? Bien, je dirais que ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on ne s'y intéresse pas. Et c'est aussi que ce sont toujours de petits pas. Hein? Quand Google a sorti des lunettes intelligentes, là, c'était trop vite. Il faut y aller doucement. Donc, on accepte chaque jour un petit pas de plus, un petit pas de plus, et finalement, on y est. J'ai l'impression qu'on confond aussi, quand je parle de médecine curative et d'amélioration,
il y a des transhumanistes leur cheval de bataille, c'est vraiment l'allongement radical de la vie. Notre système de santé fonctionne un petit peu comme ça pour le moment. On allonge la vie de gens parfois qui n'ont plus de qualité de vie. Donc, il y a une espèce de... tout ça se mélange. Et même, il y a un parti en Allemagne qui s'appelle, je vais le prononcer très mal, le Gesundheitsforschung. C'est le parti de la santé, mais c'est un parti transhumaniste. Donc, le mot transhumaniste, plus personne ne le porte. Et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'on ne le voit pas. Mais il est là, c'est ça. On le voit pas, on s'y intéresse pas assez. On s'y intéresse pas. Oui. Vous avez déjà dit, Dominique, que vous regrettiez de vous être intéressé au transhumanisme, que c'est devenu trop prenant, probablement, dans votre tête. C'est parce que ça se répercute sur tous les aspects de la vie. Une fois qu'on met ces lunettes-là, bien, tous les outils qu'on utilise, les relations qu'on a, notre relation à notre corps, on a de plus en plus... on s'en va vers de la biométrie, là. On va toujours être en observation de notre corps. Donc, aussitôt qu'on met ces lunettes-là, puis effectivement, quand on pense au système dans lequel ça évolue, c'est pas reposant. C'est là. ça. Je suis fatiguée. Non, mais c'est ça, c'est épuisant de penser... J'aimerais désapprendre, Oui. et peut-être qu'il y aura une interface qui me permettra de faire ça un jour, on verra. Quelles sont, selon vous, les dérives, les dangers potentiels au transhumanisme? Il y en a plein. Oui. Moi, je pense que, il y a vraiment deux trucs essentiels qui sont interreliés là. Mais je citais Elon Musk, mais c'est évidemment pas le seul riche homme blanc qui gravite autour de la Silicon Valley, qui a des ambitions de ce type-là. Et en fait, là où moi je trouve qu'il faut absolument qu'on reprenne possession un petit peu de notre capacité à imaginer d'autres choses, c'est que j'ai la sensation que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, ont une forme de monopole sur les technologies qu'ils et elles vendent, et que, ce faisant, ils et elles imposent une vision du monde, une vision du futur, et on sait qu'il n'y en a pas qu'un là, de futur. On s'en rend pas compte, c'est une espèce de soft power très, très subtile, mais on participe tous plus ou moins à continuer de mettre en valeur ces récits qui ne sont pas les nôtres en fait. Et moi vraiment, ce que je trouve fondamental à l'heure actuelle, c'est qu'on se rende compte un petit peu que on peut refuser ces technologies, déjà, qu'on peut trouver d'autres manières de les utiliser que celles qu'on semble nous imposer, et qu'on peut aussi se raconter autrement que ce qu'on nous raconte. C'est possible, vous croyez, d'aller contre cette vision du monde? D'ailleurs, c'est quelle vision du monde qu'ils nous proposent? Si moi, je me concentre plus sur la frange, mettons, californienne du transhumanisme, la vision du monde qui est proposée, elle est assez linéaire, et surtout, elle est totalement présentée comme inéluctable. Ce que Normand Baillargeon disait au début sur notamment la loi de Moore, Oui. qui implique une Oui. espèce de croissance oui. exponentielle des technologies, c'est comme si on n'avait aucune prise sur ce qui est en train de se passer. Mais comment ça? Je veux dire, quel moyen plus puissant pour démobiliser les gens que de leur dire non mais écoutez, il est en train de se passer ça, on ne peut plus rien faire. Ouais. Non. On se déresponsabilise complètement. Exactement. Et on les laisse faire, oui. Nicolas, vous êtes d'accord? Complètement, je suis vraiment complètement d'accord. Je pense qu'en fait, le transhumanisme, ça verrouille notre imaginaire. On est vraiment sur... En gros, on est toujours sur l'idéologie du progrès. Penser en termes techniques, quoi. Comme si le progrès, ça se réduisait à une question d'ordre technologique, en fait, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, la question du progrès, de l'autonomie, de l'émancipation humaine, on peut la penser en termes avant tout aussi social et politique, l'amélioration de conditions de vie sociale. Donc pour moi, là, il y a vraiment... je rejoins cette idée, en tout cas, un verrouillage un peu de nos imaginaires aujourd'hui, que la seule option qu'on aura aujourd'hui, c'est de s'adapter, de se conformer à un modèle, et comme si, effectivement,
les nouvelles technologies, il y avait un cours inéluctable, ce qu'on appelle le déterminisme technologique. Or, pas du tout, en fait. Ça relève de choix de société. Aujourd'hui, quand on parle du transhumanisme, du humain augmenté, on est face à des choix de société qui doivent être justement, pour le coup, débattus politiquement, démocratiquement, en fait. Mais il y a d'autres voies possibles. Et l'existence même, toute l'histoire humaine, des civilisations nous montre qu'il y a bien d'autres voies d'émancipation pour l'être humain. Mais il y a des courants qui se disent plus techno-progressistes. En Europe, c'est un petit peu plus... Il y a la version américaine, la version européenne. Là encore, je généralise, mais c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais pardon, je te coupe, mais c'est parce que juste là-dessus, effectivement, aujourd'hui, on voit tout un nouveau courant émerger, le courant donc en gros, ça recoupe l'association transhumaniste française qui se dit plus progressiste avec un transhumanisme éthique et tout. Pour moi, on est vraiment... Les solutions qu'ils proposent, en gros, ils proposent des solutions au niveau écologique. Mais qu'est-ce que c'est leur solution au niveau écologique? C'est notamment, toujours des solutions biotechnologiques. C'est comment faire en sorte que finalement on puisse, par exemple, c'est vrai en plus là pour le coup, ça a été un article scientifique qui est paru dans cette perspective, notamment de réduire la taille des êtres humains. Parce que des êtres humains de petite taille, effectivement, seraient moins polluants. Donc là, ils disent, effectivement, nous, on est plus progressistes. Vous voyez, on n'est pas comme les Californiens. Nous, on a des valeurs écologiques, sociales. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Pour moi, c'est encore pire. On est vraiment ici sous un vernis éthique et social, dans une logique complètement... Non, mais là, je suis en train de penser, mais comment est-ce que des individus de petite taille sont moins polluants? Comment... La logique est implacable, effectivement. Bon, non, mais j'ai les idées qui vont me traverser la tête ce soir en me couchant, vraiment, je vous remercie d'avance. Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Baillargeon, avec Agathe François, Dominique Leclerc et Nicolas Ledévédec. Le rêve ultime des transhumanistes, c'est l'immortalité. Cette quête audacieuse visant à tuer la mort tient-elle du délire, du coup de marketing ou au contraire d'une vision prophétique? Est-ce un fantasme de milliardaire angoissé? Cette promesse soulève son lot d'appréhensions et de questions éthiques. Elle bouleverse notre vision du monde et nos valeurs spirituelles. Quel avenir entrevoir pour le transhumanisme? Normand, certains transhumanistes affirment que la mort n'est qu'une maladie, finalement, qu'on devrait combattre à tout prix. Écoutez, Sophie, il y a un homme vivant en ce moment qui s'appelle Ray Kurzweil et il prend, je crois, 250 pilules par jour parce qu'il veut être vivant au moment où ce qu'il appelle la singularité va survenir. Et la singularité, c'est un moment historique où les choses radicalement nouvelles vont se produire. Pour lui, c'est l'immortalité, entre autres. On pourra, par exemple, télécharger, dit-il, sa conscience sur un ordinateur et devenir immortel. Alors, ce sont évidemment des choses extrêmement troublantes. Et pour un philosophe, Sophie, ça fait beaucoup penser à un débat au siècle des Lumières entre un homme qui s'appelait Condorcet et un autre qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Alors, Condorcet, dans un livre posthume publié en 1795, esquisse d'un progrès historique de l'esprit humain, du progrès historique de l'esprit humain, Condorcet annonce l'immortalité. Il dit qu'on s'en vient peut-être à une époque où, par les progrès du savoir, la mort pourrait être reculée indéfiniment. À côté de ça, Jean-Jacques Rousseau est persuadé qu'étant sorti de l'état de nature, on est entré dans le monde de la culture et on s'est profondément dénaturé avec des dangers immenses qu'il prévoit. Pour employer une image toute simple, je dirais que Condorcet prévoyait l'électrification des campagnes, tandis que Jean-Jacques Rousseau prévoyait Tchernobyl. Et c'est un peu devant ça que nous nous sommes placés avec ce débat. C'est toute une image, ça. OK. Moi, j'ai envie de vous demander si vous avez envie, vous, d'être immortel. Pas tout à fait, mais j'ai vraiment du mal à me prononcer parce que il y a toutes sortes de visions de l'immortalité qui sont, disons, vantées. On projette toutes sortes d'affaires. Donc, il y a l'immortalité digitale. C'est le cumul de toutes les données sur moi qui sont transférées dans une entité autre. L'upload du cerveau, la cryogénie, on va vous réveiller quand on aura trouvé la solution à la maladie qu'on n'avait pas trouvée auparavant. Il y a toutes sortes de visions de ça, mais de moins en moins, ils parlent d'immortalité, parce que ça aussi, c'est un mot galvaudé, un peu comme transhumanisme. On va dire plus amortalité, ça passe mieux. Donc, c'est l'idée d'allonger radicalement la vie. Est-ce que je veux allonger radicalement ma vie? Bien, tant que j'ai une qualité de vie qui vient avec, ce sera quoi la qualité de vie
Plusieurs décennies, je le sais On pas. ne le sait pas encore. Non. Agathe, qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'immortalité? Si demain on me dit tu vas être immortel, qu'est-ce qui continuera à me motiver, à me lever le matin et est-ce que finalement cette finitude que j'associe à ma vie, qui finalement me donne cette espèce d'élan matinal, puis l'envie de faire quelque chose de ma vie, est-ce qu'elle sera toujours présente? Et là, il y a plein de choses qui surgissent, je peux pas répondre du tout, mais ce qui est certain, c'est que personnellement, j'aimerais pas forcément être uploadée sur un ordinateur et puis avoir de corps. Mais si on me promet demain un corps tout aussi sensuel, charnel, puis éventuellement une foule de sens supplémentaires pour explorer, évidemment. Mais si je suis la seule à pouvoir accéder à cette technologie avec 2-3 milliardaires sur le côté, j'en ai pas tellement envie. Nicolas, et vous? Moi, ça me fait penser un petit peu au fameux mot de Woody Allen qui disait « l'immortalité, c'est long, surtout à la fin ». Et effectivement, moi, en fait, vraiment, la question, c'est une question aussi de société. Enfin, l'imaginaire de l'immortalité ou de la mortalité, effectivement, parce que c'est comme ça que les transhumanistes l'apprennent. Pour moi, c'est un peu le summum de cet imaginaire d'un monde sans limite, d'un humain sans limite, finalement. Je trouve que quand même le plus grand discrédit à ces idéaux, c'est la période qu'on vit depuis à peu près 1 an, marquée par une pandémie qui nous rappelle combien on est des êtres fragiles et mortels. Et vulnérables. Qui montre ici vraiment le pur délire. Et comment on gère ça collectivement. Complètement. Ça là, quand on revient sur Terre, en fait, on est confronté aux limites, en fait, à la question des limites, qui est essentielle. Comment vous répondriez à des gens qui disent que le refus de ce discours ou les objections qu'on peut formuler à ce discours ou à ces pratiques sont finalement des relents de perspectives religieuses sur le monde? Moi, je crois pas... On entend ce discours-là. Hein? Oui, les gens qui disent c'est parce que on refuse, comme la religion nous l'enseigne, de reconnaître que nous sommes des êtres finis. Mais tout à fait. Et je pense que très longtemps, en fait, le débat s'est polarisé entre les transhumanistes versus ce qu'on appelle souvent maintenant les bioconservateurs. Donc des gens qui sont opposés au transhumanisme sur une conception souvent, effectivement, d'ordre religieuse, où on défendait une vision assez sacralisée de la vie de l'humain. Donc l'idée qu'il y aurait une nature humaine comme si c'était une naissance intangible qu'il faudrait défendre. Moi, pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres perspectives, en fait, pour moi, plus politiques, sociales à défendre. C'est pas forcément être dans un discours religieux, bien au contraire. Moi, je pense qu'en fait, le transhumanisme, c'est une perspective à sa manière qui confine à la religion. J'ai rencontré un transhumaniste mormon. Ça existe. Il y a des transhumanistes qui ont ça m'étonne. Une religion qui vient avec. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de variétés. Mais si on est croyant, l'immortalité, on l'a déjà. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il se sentait déjà immortel, puis qui était quand même plus lié à, disons, un groupe qu'on pourrait dire un culte. Mais encore une fois, c'est pas toujours ça. Mais il y a des gens qui sont très religieux. Puis souvent, c'est des gens qui ont souffert, qui ont eu un gros choc. Un trauma, oui. Et ils trouvent une solution, un espoir dans ça, comme on le fait avec une religion, en fait. C'est pas un hasard que dans une période de l'humanité où on n'a plus d'idéologie très fondatrice, très mobilisante, où la religion, on dira ce qu'on veut, les religions en tout cas institutionnalisées en Occident, c'est en train de s'essouffler, où il y a une espèce de perte de valeur quand même qu'on décrit depuis un bout. C'est pas étonnant que quelque chose à valeur religieuse, comme tu dis, à valeur un peu eschatologique aussi, et mythique, parce que ça reprend aussi les grands mythes de l'humanité, prennent un petit peu son envol et séduisent aussi, parce que il faut en construire des discours pour avoir envie de faire se perpétuer l'humanité. Seulement, peut-être que le transhumanisme n'est pas la bonne solution. Mais en tout cas, c'est un discours qui est proposé à ses fins, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur nous, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire sur, en ce moment, l'être humain qui essaie, par toutes sortes de façons, de prolonger sa vie? C'est pas complètement narcissique et égocentré. Est-ce que c'est une façon de le voir aussi?
Ben, en général, quand on souffre, qu'on nous propose une solution, on la prend. Donc, c'est facile. En tout cas, je peux dire, ils sont narcissiques, ils sont centrés sur eux-mêmes, mais si je souffre, puis qu'à chaque fois, il y a une solution, c'est peut-être là où je vais atteindre l'immortalité. Oui. Si on me propose toujours quelque chose. Mais d'autre. de vouloir vivre éternellement. Je veux dire, Ça, c'est clair et net que ça vient quand même aussi de certains petits individus hyper riches et avec, mettons, le temps et l'argent pour pouvoir penser à ce genre de choses. exact. Oui. Excusez-moi, mais j'y pense pas non plus tous les matins. Là, il y Ouais. a d'autres préoccupations. Mais quelqu'un comme Dmitri Itskov, dont on n'entend plus trop parler là, hein, mais qui, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, avait commencé à parler un petit peu de son projet qui s'appelle Initiative 2045. Et qui avait pour but en fait de faire exactement ce qu'on décrivait avant, c'est-à-dire télécharger la conscience et ensuite l'uploader dans des corps hologrammes, des corps un peu vaporeux, etc. Et ce type-là, il s'est réveillé un matin dans son adolescence tardive en se disant « Oh non, quand même, je vais mourir, c'est trop triste. Eh ben, je vais passer ma vie à essayer de trouver la solution pour pas mourir. » Je veux dire, il faut quand même avoir un certain contexte social qui est favorable pour penser à ce genre de truc. Oui. Oui, quand même. C'est comme le chef, le dirigeant de Oracle, là, Ellison, qui lui trouve que la mort est complètement une chose incompréhensible. Alors, il va passer une partie de sa vie et de sa fortune à vouloir, c'est ça, vivre le plus longtemps possible et quand même. Je pense, pour rebondir aussi, au-delà quand même de l'idée que ce sera juste encore une fois de riches milliardaires, c'est une question, il y a une question de culture en fait. Je reviens à la culture capitaliste dans laquelle on est, il y a un imaginaire de la maîtrise qui est très puissant, qui régit le modèle de société capitaliste depuis la modernité en fait, depuis l'émergence de la modernité. Et ici, l'idée de repousser les limites, on le voit en fait. Pour moi, en fait, l'imaginaire de l'immortalité, c'est la même chose. Enfin, ça nous confronte, je dirais, aux mêmes enjeux que la crise écologique. On est face à un imaginaire aujourd'hui qui repousse toutes les limites, qui est dans la négation complète de toutes les limites humaines, planétaires. Et donc, il y a la pandémie, la crise écologique, tout ça, c'est un retour en force de ces limites qui se rappellent à nous de manière assez puissante. Et donc, il y a quelque chose, je trouve, de culturel, de politique. C'est un modèle de société aujourd'hui qu'il faut questionner. Et donc, effectivement, c'est pour moi, là, vraiment, l'enjeu, il est politique. Mais le politique ne s'y intéresse pas trop, en fait. En fait, ça va tellement vite que l'État n'a pas le temps de rattraper tout ça. Peut-être que ça va arriver au moment où il y aura de plus en plus de partis politiques, parce que c'est ça qui est en train d'arriver. Ces gens-là veulent emmener la science à l'avant-plan en politique. Donc, je pense que ça va éventuellement arriver, mais ça va trop vite. On a même de la misère juste à gérer la privacité de nos informations. Il y a tellement de dossiers en lien avec les technologies qu'on n'est pas rendu là. Et en plus, nos dirigeants ne savent pas que ça existe. Donc, exactement, de ce qui retourne. Et c'est ça, là. En fait, avec le transhumanisme, j'ai l'impression que c'est nébuleux. Et soit ça fait peur, soit ça excite, mais il n'y a pas de consensus. Si en même temps le transhumanisme n'est pas forcément en tant que tel à l'agenda, parce que c'est des politiques, parce que c'est un mouvement finalement d'idées, n'en demeure pas moins en fait que le développement technoscientifique, c'est genre une priorité quand même assez importante de tous les gouvernements. Enfin, ce qu'on voit autour de l'intelligence artificielle depuis quelques années, c'est hallucinant. Donc l'imaginaire technologique, il est quand même là, et puis c'est quand même, on le voit bien, un aspect central je dirais, des gouvernements, en fait, du modèle de société, encore une fois, dans lequel on vit. Donc ça c'est déterminant selon moi. Je suis d'accord avec ce que Nicolas dit et je pense aussi que la manière, outre les petits projets secrets, ou en tout cas les recherches qui ont lieu, notamment pour l'armée, ça c'est le cas aussi en Europe, là, en France, il y a des lois qui viennent de passer aussi pour déterminer justement à quel point on autorise ou non des technologies invasives sur le corps des militaires. Donc c'est quand même des questions qui sont posées là. Mais au-delà de ça, moi j'ai quand même la sensation que c'est bien souvent après coup que les questions se posent et les gouvernements ou les comités d'éthique, par exemple, ils réagissent
sous la forme de moratoire ou de limitation quelconque, mais une fois que c'est fait. Mais pour ça, en fait, l'exemple de ce chercheur chinois qui a justement utilisé la technologie CRISPR-Cas9 pour séquencer, pour modifier l'ADN de jumelles dont le père était porteur du sida. Et donc, ce chercheur-là a voulu trouver le moyen d'immuniser en fait ces 2 bébés, et les enfants sont nés, et le chercheur est en prison. Donc, il n'y a pas eu de réaction sur le moment. Il n'y a pas de loi, c'est très mal encadré. Pourquoi ? Parce qu'on est encore en plein dans le débat et que c'est super difficile de se positionner parce qu'on rentre tout de suite aussi dans des considérations très dichotomiques, très peu nuancées. Et dépendant des expériences de tout un chacun, bien évidemment que notre opinion va changer. Puis là, bon, on peut... C'est vraiment, vraiment fascinant. J'ai envie de vous demander vos œuvres de science-fiction ou de transhumanisme préférées. Agathe? Alors moi, j'irais avec Les Furtifs d'Alain Damasio, qui dresse vraiment des critiques hyper intéressantes de nos usages des technologies contemporaines. Et qui vraiment offre des pistes aussi sur le futur du vivant, notamment. Super. Nicolas? Ben moi, je pense au roman que j'ai évoqué aussi au tout début, Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, un roman aussi très actuel, encore plus actuel que jamais, avec notamment l'idée du conformisme social à travers les nouvelles technologies, mais aussi la pharmacologie. Donc un roman vraiment intéressant. Un chef-d'œuvre. On pourrait dire. Dominique? Le film Gattaca, qui a été créé en 98, qui est encore super d'actualité, qui pose vraiment des bonnes questions en lien avec des bonnes questions éthiques en lien avec l'ingénierie génétique. OK, intéressant. Normand, est-ce que vous en avez une suggestion? Oui, George Orwell, 1984. Magnifique mise en garde contre certaines des choses qui nous guettent peut-être. Si vous voulez d'autres suggestions, je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque sur notre plateforme et à notre antenne. On se laisse, comme toujours, avec une citation de Normand qui va encore une fois nous éclairer, j'en suis sûre. C'est 2 citations, en fait, cette fois-ci. Il y a quelques années, aux États-Unis, il y a eu un débat qui était comme le débat entre Condorcet et Jean-Jacques Rousseau. Alors, d'un côté, il y avait une défenseuse du transhumanisme, Julie Galef, puis un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Massimo Pigliucci, qui, lui, formulait des objections au transhumanisme. Je vais vous laisser avec les 2. Si vous êtes capable de prendre position, faites-le. Sinon, suspendez votre jugement. Voici Julie Galef. Le transhumanisme est plus que nécessaire, de mon point de vue, pour contrer l'attitude étonnamment répandue selon laquelle la souffrance humaine et la durée de la vie limitée à quelques 80 années sont de bonnes choses qui méritent d'être préservées. Cette attitude peut avoir un sens si elle est conditionnée par certaines théologies particulièrement masochistes, mais le reste d'entre nous n'ont pas besoin de s'en remettre à elle. Il peut aussi être réconfortant de se le dire à l'époque où nous n'avions aucun espoir de remédier à notre situation, mais ce n'est plus nécessairement le cas. Pigliucci répondait, entre autres, « Comme pour toute autre technologie, il existe de sérieux problèmes d'accès. Il est beaucoup trop facile d'imaginer des scénarios dans lesquels une poignée de privilégiés en aurait le contrôle et l'accès, ou des façons dont la technologie pourrait être utilisée à des fins néfastes. Il y a aussi une question des priorités. Si l'objectif est de réduire la souffrance humaine, ne devrions-nous pas nous donner la priorité aux maladies déjà éradicables qui tuent des millions de personnes, ou à la famine? Enfin, il y a les conséquences écologiques potentiellement désastreuses d'une humanité liée à une planète unique et très finie en termes d'espace et de ressources, et pourtant capable à la fois de se reproduire et de vivre éternellement. Faites le calcul. À moins que l'immortalité transhumaniste ne s'accompagne d'une castration obligatoire, essayez de vendre cela à vos semblables, il faudrait un très court nombre d'années pour provoquer un effondrement planétaire dû à la surpopulation. Merci beaucoup, Normand. Merci à vous 3 d'avoir été là et de nous avoir initiés à ce mouvement. Vraiment, belle porte d'entrée, en tout cas. À très bientôt pour Repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon, avec Agathe François, Dominique Leclerc et Nicolas Le Dévédec. Merci à toute l'équipe.
À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre, Sophie Fouron et Normand Baillargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistanat à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée, Anne-Marie Simard. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.